583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio down. No radar. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e émission de Ground Frequency, ici même dans les studios de l'Aéroclub de France. Et donc pour cette 10e émission un peu spéciale, vous allez le voir, je suis accompagné d'Alexandre. Salut à tous. Salut Alexandre. De Clara. Bonsoir à tous. Et Clara, je te laisse présenter notre invité très spécial aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Djebari. Donc bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Et merci d'être à nos côtés pour cette 10e émission déjà. Donc on vous connaît essentiellement pour avoir été secrétaire d'État au transport, puis ministre chargé des Transports entre 2019 et 2022, je ne me trompe pas. Absolument. Bon. 3 ans Mais intenses. vous êtes aussi pilote de ligne de formation, entre autres. Et depuis la fin de l'exercice de vos fonctions de ministre, donc vous êtes investi dans plusieurs entreprises et start-up, dans les fonds d'investissement aussi, mais qui toutes, de près ou de loin, conservent un lien avec les transports, et particulièrement avec l'aérien, le spatial, Et avec l'innovation. et avec l'innovation surtout. Et donc, on voudrait parler aujourd'hui avec vous de transport, bien sûr, d'aviation, de nouvelles énergies, mais aussi d'espace, d'entrepreneuriat et un petit peu de politique. On le fait. Je m'y plierai. Donc on a 30 minutes avec vous, donc le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on relaiera un maximum de questions. Peut-être pour introduire, on a une petite vidéo, parce que vous avez été très actif sur TikTok, un petit peu moins aujourd'hui. Alors on a essayé de faire une petite vidéo ambiance TikTok pour vous présenter, on va voir ce que ça va donner. Pas trop de jugement, c'est notre première. Allez, c'est parti. J'y vais le jab, j'y vais le jab, j'y vais le jab, j'y vais le jab. J'y vais le jab. Jean-Baptiste Djebari, c'est comme Tom Cruise, il est capable de tout faire. Il pilote des avions, il pilote des Formule E, il mène même l'équipe du 15 parlementaire à la victoire. Jean-Baptiste Djebari, c'est surtout la star de TikTok. Un peu comme Antonio Pereira, je me trouve polyvalent, hashtag Paolo Dybala. Avec son compte créé en mars 2021, c'est plus de 70 TikTok pour plus de 36 millions de likes. Reprenant les tendances du moment, on y suit le Jeb dans son quotidien de ministre et dans ses passions comme l'aéronautique. Il a su saisir les codes pour faire passer les bons messages. Plus récemment, il s'est même mis à la boxe pour pouvoir mettre une raclée à Joris et Alexandre qui préfèrent les TBM 900 au PC12. La légende raconte que c'est JB lui-même qui a séparé Boba et Caris en sortant d'un entraînement. On pourra donc conclure que le Jeb a fait le job. Tout est Caris et Booba. C'est Heureusement que j'étais là. incroyable. Mais bien vu sur la boxe, hein. C'est ma nouvelle passion. Une de mes nouvelles Alors, passions. on a pu voir ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Peut-être deuxième combat bientôt, là. C'est vrai. Septembre, peut-être. Oh, super. Ok. On a Info l'exclu. exclusive. Je dois discloser que j'ai fait un sparring il y a 2 jours avec Benjamin Castaldi. Je peux pas vous dire qui a gagné, mais c'est moi. Ah, super. Non, mais on parlera de la boxe aussi. Il n'y a pas de souci. Clara, je te laisse reprendre la main de cette interview, donc Oui. ça dérape. Avec plaisir. J'ai une première question qui va satisfaire ma curiosité personnelle surtout, mais je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. Est-ce que vous êtes le premier parmi les ministres des Transports à être issu du milieu de l'aéronautique ou avoir une si forte sensibilité pour l'aviation? Alors non, je pense que je suis le premier. Je crois savoir qu'il y a eu un ministre des Transports dont le nom m'échappe malheureusement, qui a été pilote privé. Oui. Mais après, de formation et on va dire de métier dans l'industrie aéronautique, dans les opérations aéronautiques, je pense que je suis le premier. Et pendant le Covid, sur votre bureau, à l'arrière, on voyait souvent les magazines, les infopilotes, tout ça. Ah ouais, moi je les Ça lisais m'a accroché vraiment. l'œil. C'est-à-dire que je les recevais, je les lisais vraiment. Il y avait un PC12 derrière quelque part. Un PC12 Je quel- pense Jetfly. Non, on en reparlera à la fin. On en reparlera Ou pas. plus tard. Donc, est-ce que, très classiquement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours académique et ce qui vous a conduit à vous engager en politique? On en sache un petit peu plus. Non, mais moi, en fait, je viens quand même. Enfin, tout part de l'aéronautique en quelque sorte. Parce que c'est évidemment ce que j'ai fait. J'ai fait une formation à l'ENAC, j'ai été un peu dans la filière contrôle aérien, j'ai bossé un peu à Roissy, j'ai réussi un concours pour être pilote cadet chez NetJets, qui est une grande boîte d'aviation d'affaires et qui, à l'époque, avait une filière cadet. Ça a duré 2 ans, donc moi, j'ai eu la chance de bénéficier de ça. J'ai été formé donc, à Oxford et aux États-Unis.
Et puis après, les crises sont arrivées. Donc moi, je suis aussi un peu un enfant des crises. Et à l'époque, c'était la crise financière de 2008, avec beaucoup de traders, pour le coup, qui avaient des cartes chez NetJets. Tout ça a entraîné un plan de départ volontaire, un peu d'argent, et puis l'idée de savoir ce que j'avais envie de faire. Et puis donc, j'ai volé dans l'aviation d'affaires. J'ai eu la chance d'être associé à des projets pour monter des compagnies aériennes, notamment au Bourget. Et puis après, j'ai eu envie, ayant découvert l'entrepreneuriat un peu sur le tas, de continuer cette route-là. Et en 2015, j'ai structuré un projet de compagnie aérienne régionale, cette fois-ci. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Emmanuel Macron, qui arrivait tout juste à Bercy, pour le coup, comme ministre de l'économie. Puis après, la politique m'a emporté comme député, comme ministre. Et donc, depuis maintenant quasiment 2 ans, je suis de retour à la vie civile, comme on dit, où je m'intéresse toujours au sujet de transport, de logistique, d'aviation, du spatial, avec l'idée, effectivement, d'y poursuivre ce que j'ai, à des égards, entamé sous différentes formes ces 10, 15 dernières années. Et donc justement, après la fin de votre mandat, dans quelle société, dans quelle start-up Moi, alors, je fais 3 choses. Je structure un fonds d'investissement dans les infrastructures avec un groupe qui s'appelle Magellan. Donc ça vise à investir dans des projets d'infrastructures, de transport vert, d'énergie verte, d'économie circulaire. Donc c'est plutôt des projets de territoire, souvent très innovants, et un peu tous se connectent les uns avec les autres. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on regarde quelques projets aéronautiques, notamment sur la filière hydrogène, pour soit distribuer l'hydrogène. On regarde même des projets d'avions à hydrogène français, sous l'angle un peu de la brique technologique. Enfin, donc on regarde évidemment tout ça avec beaucoup d'attention. À côté, j'ai un peu une activité de conseil, un peu sur les mêmes sujets, beaucoup sur les sujets aviation et aérospace, et donc spatial. Et puis, je participe à des aventures entrepreneuriales comme soit membre du board, soit membre des advisory boards, comme on dit en mauvais français, donc dans 2 boîtes du spatial. Une qui fait de la connectivité spatiale, l'autre qui fait de la cartographie des débris dans l'espace, et puis une troisième dans les nouvelles énergies. C'est un grand sujet, ça, les débris dans l'espace. Ouais, d'ailleurs, c'est une très jolie startup qui s'appelle Look Up Space, qui a été fondée par l'ancien commandant de l'espace, c'est chic, qui s'appelle Michel Friedling. Et j'adore ce type, d'abord parce qu'il est très sympa, mais en plus, je trouve que c'était absolument génial d'être général commandant de l'espace jusqu'au 30 juin 2022 et le 1er juillet d'être start-upper. Et honnêtement, il est extraordinaire. Il a, avec son collègue Juan Carlos, maintenant une 30aine d'ingénieurs qui bossent à Toulouse, pour le coup, berceau de l'aéronautique et du spatial. Et il avance bien, avec des concurrents qui sont quand même américains, archi bien financés, mais non, c'est super. Donc moi, je garde vraiment un pied dans le spatial aussi. Il y a bien à bien des égards plein de ponts entre l'aéronautique et le spatial, vous savez. On garde le nom et on essaiera de l'inviter. Du coup, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa. Michel Friedling, général. Un sacré refond de carrière, en tout cas. Ouais. Mais vraiment génial. Et puis, il fait ça hyper sérieusement. Tout le monde est génial dans sa boîte, donc faites-le, invitez-le. Alors justement, en parlant de start-up, on en voit beaucoup dans le secteur des transports, que ce soit aéronautique, spatial ou autre, ferroviaire, automobile. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'émergence de ces start-up et sur l'effet qu'elles ont, qu'elles peuvent avoir sur l'écosystème industriel dans lequel elles s'inscrivent? Quel est l'impact? Je pense que d'abord, c'est une très bonne question. Alors, il y a, si on essaie de regarder un peu les grandes mutations à l'œuvre, il y a 2 grandes mutations dans tout le secteur des transports, et y compris dans l'aviation, c'est vraiment l'électrification sous toutes ses formes. Les véhicules deviennent de plus en plus électriques et puis se digitalisent. Donc, le software, le monde de la donnée, les véhicules autonomes, donc tout ça vraiment est en train de prendre une grande place. Sur le secteur de l'aéronautique, ça se traduit de façon un peu différente. Il y a évidemment un peu toute l'électrification des petits avions, l'hybridation, les carburants d'aviation durable et plus généralement un peu cette nouvelle génération d'avions sobres en carbone. C'est une dynamique un peu spécifique. Et puis ce qui est plaisant à voir un peu partout, c'est que les projets sont... Il y a beaucoup de projets français. À bien des égards, le salon du Bourget de juin 2023, donc l'année dernière, a été, je pense, vraiment assez remarquable parce qu'on est passé des projets de papier, entre guillemets, 2019. Je crois qu'il n'y avait pas eu de salon du Bourget en 2021, j'en suis même sûr. Oui. Et du coup, 4 ans plus tard, il y avait des protos et des premiers démonstrateurs. Et du coup, on s'aperçoit, alors évidemment, le chemin est encore long, parce qu'entre un démonstrateur, un proto et puis un avion industrialisé, etc., la série, vous le savez, pour y œuvrer aussi, chacun à votre place, c'est évidemment un autre monde, mais c'est un très bon début. Et puis ça montre la vitalité des entrepreneurs français, de l'écosystème, et le fait que de plus en plus, il y a une dynamique partenariale entre les très grands, les très gros, les 4 grands donneurs d'ordre français, Airbus, Safran, Thales et les autres, et Dassault, et puis tous ces tissus d'entrepreneurs et de petites PME qui voilà, aujourd'hui font un peu la guerre positive de l'aviation décarbonée. Alors justement, ces startups qui participent un petit peu à la réinvention finalement du secteur aéronautique, est-ce qu'elles sont soutenues par l'État? Dans quelle mesure l'État s'investit dans le soutien de ces entreprises, dans l'émulation entre ces startups et les grands groupes? Il y a vraiment une action conjuguée entre les acteurs publics au sens large, l'État, mais aussi les régions, les pôles de compétitivité, donc,
vraiment tout le pôle public, qui souvent ont un intérêt à développer ici l'Aerospace Valley, là-bas d'autres écosystèmes qui favorisent l'émergence de l'aviation décarbonée. Il y a évidemment le secteur privé et puis les grands de l'industrie aéronautique qui voient, plus qu'avant, je dois dire, l'intérêt d'avoir comme ça des innovateurs qui peuvent éventuellement après être accrochés à un grand programme d'aviation ou même être des investissements qui s'avèrent rentables sur le temps moyen. Donc c'est vraiment une super dynamique qui s'opère. Après, évidemment, comme toujours, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y aura des consolidations. Mais en tout cas, moi, je trouve que la période est particulièrement excitante pour notamment des jeunes techniciens, des jeunes ingénieurs qui auraient envie de s'engager dans cette aviation qu'on est en train de réinventer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis honnêtement, je pense qu'on revit une époque un peu comme dans les années 70 où on a inventé beaucoup de choses. Et évidemment, on trouvera ici et là des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais je pense que c'est un immense remède à parfois la décroissance ou le scepticisme sur le fait que l'innovation peut réellement apporter de la prospérité, des solutions écologiques et puis redonner un peu d'espoir à une France qui est parfois quand même un peu morose, il faut le dire. Du coup, petite question sur toute l'innovation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique accompagne suffisamment l'innovation ou... Ça dépend de quel point de vue vous trouvez. Si vous demandez à l'État, ils vous diront qu'il dépense toujours trop d'argent. Si vous demandez à l'entrepreneur, il n'y a jamais assez de moyens. Et puis après, tout est compliqué parce qu'entre d'abord le monde change. Aujourd'hui, il y a 2 ans, c'est pas tout à fait le même monde économique et financier. Ensuite, on a des concurrents qui vont parfois très vite. Parfois, il y a des très bonnes idées technologiques qui ont peu de marché. Donc, en fait, je pense qu'il faut regarder vraiment un peu cas par cas ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une dynamique où vous arrivez à avoir des innovateurs, vous arrivez à avoir du soutien public, quel qu'il soit, et un relais par le secteur privé, là aussi dans son acception la plus large. Et je pense que ça, on a réussi à créer cet écosystème-là. Et typiquement, moi, j'avais lancé une agence d'innovation dans les transports qui visait aussi à un peu désiloter l'innovation. En gros, arrêter de parler, je sais pas, des batteries électriques simplement dans l'automobile, mais faire parler les exploitants et les industriels et faire parler les secteurs entre eux. Quand vous développez de l'e-méthanol, par exemple, ça intéresse l'industrie maritime, possiblement les ports, le fluvial, mais aussi tout ce qui est véhicule terrestre et véhicule industriel. Donc, l'aéronautique apprend pas mal de l'automobile aujourd'hui. Ouais, et même du nautisme. Il y a une boîte, magnifique start-up à La Rochelle de mémoire, Alexia Aircraft, qui a complètement inventé son aile monobloc, ou dérivé son aile monobloc, pas complètement, parce que sinon, offense, mais en tout cas qui s'était inspiré, et il le disait même, de l'industrie du nautisme. Donc évidemment que les innovations et les secteurs se parlent. Il y a plein d'innovations dans le ferroviaire qui trouvent, d'ailleurs le ferroviaire aujourd'hui maille à partir avec le spatial. Et c'est hyper intéressant. On passe d'ailleurs d'un monde du terrestre à un monde de connectivité satellitaire comme ça en quelques années, là où parfois il fallait 20-25 ans pour l'organiser. Donc c'est assez enthousiasmant. Alors toutes ces nouvelles technologies, toutes ces innovations, en réalité, elles reposent quand même sur une condition sine qua non qui est l'accès à une grande quantité d'énergie décarbonée. Ouais. Donc il faut avoir une belle capacité de production de cette énergie. Aujourd'hui, le ministère des Transports est rattaché au ministère de l'écologie, de la transition énergétique, donc ça fait sens à cet égard. Ouais. Mais sauf que l'énergie est pour partir passer à Bercy. Voilà, ça change fréquemment, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même le transport est bien lié à la transition énergétique. Qu'est-ce qu'il en est côté industriel? Est-ce que, à votre connaissance, les industriels sont en relation avec des producteurs d'énergie? Comment se sécurise toute la chaîne, en fait? Non, c'est un sujet hyper intéressant et complexe. Mais pour schématiser, c'est vrai que comme on électrifie tout, les transports, les habitats, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité bas carbone. Ça veut dire des ENR, ça veut dire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et aussi beaucoup de nucléaire bas carbone. Donc ça, c'est une chose pour la France. Pendant longtemps, on a un peu organisé la décroissance de la filière nucléaire. Et aujourd'hui, on a un renouveau, à la fois sur le nucléaire un peu historique, le PR, on espère que ça va marcher, le nouveau nucléaire au sens fission du terme, et puis demain, la fusion nucléaire. Donc ça, c'est super pour la France, il y a beaucoup d'innovations. Ça coûte très très cher, mais il faut penser là, pour le coup, à 50 ans, à un siècle. Donc ça, c'est bien. L'hydrogène là-dedans trouve toute sa place parce qu'à terme, ça permet aussi à la fois de décarboner l'industrie, de stocker et probablement de propulser pas mal de véhicules, qu'ils soient aériens ou terrestres. Et après, dans le secteur aéro, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire parler un petit peu tout le monde. Quand on parle, par exemple, des carburants d'aviation durable, on voit bien que ça peut être vu comme un sujet étant l'apanage des énergéticiens, où les industriels doivent aussi trouver leur place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous ces sujets-là, il y a un sujet hors de grandeur. Si on veut être à l'arrivée à peu près neutre en 2050, et c'est déjà un pas de temps hyper court, on ne peut pas se renvoler la balle en disant c'est votre sujet, c'est pas mon sujet, ou si j'achète un peu de taxe carbone ici, j'ai pas besoin de faire la transition vers les carburants plus verts. Donc il y a vraiment un sujet hors de grandeur, il y a un sujet industriel, de passer à une capacité industrielle massive sur tous ces
sujets, production d'électricité bas carbone, production de carburant durable, et de le faire si possible en français et en européen pour pas être dépendant. Parce que, Il faut avoir une certaine souveraineté. ouais, et là, je le voyais sur des chiffres, sur les sur les biocarburants, on voit bien qu'on a augmenté notre production, mais qu'on importe aussi beaucoup plus de l'extérieur, notamment de la Chine, du Brésil, des États-Unis. Donc si on doit faire cette transition hyper rapidement, il ne faut pas qu'on le fasse au prix d'une importation d'importation qui serait vraiment massive. Donc voilà, c'est pas simple C'est pas simple. dans Mais les ça faits, discute. mais ça discute et voilà, l'écosystème est quand même très mobilisé. Alors, au sujet de la décarbonation du secteur, justement, est-ce que d'après vous, la crise de Covid-19, que vous avez bien connue, puisque vous étiez Je l'ai bien connu. en plein exercice de votre mandat de ministre à ce moment-là, est-ce que ça a vraiment été un tournant pour l'aéronautique? Est-ce que les ambitions de décarbonation du secteur ont beaucoup changé? Qu'est-ce qui a changé? On entend souvent avant Covid, après Covid. Non, mais je pense que ce qui a changé encore plus peut-être dans l'aéro qu'ailleurs, c'est qu'il y a eu cette espèce d'énorme rupture sur l'activité. L'activité d'abord aérienne en dur, et puis dans l'exploitation, et puis évidemment l'activité industrielle. Et que certainement les Européens, plus que les autres, se sont dit qu'il fallait repartir d'une façon un peu différente. D'abord parce que l'aéro était très attaqué. La question Tattenberg, Xcam, à bien des égards les relais d'un Jean-Marc Jancovici sur les 4 vols par vie, etc. Et donc il a fallu repartir un peu différemment. Et surtout, il faut repartir différemment parce que c'est une chance pour le pays. On a la chance d'avoir une industrie aéronautique d'excellence, de pouvoir, nous, en Europe, alors que Boeing va un peu moins bien conjoncturellement, que les Chinois n'y sont pas encore tout à fait, inventer l'industrie et l'aviation décarbonée pour 40 ans. Donc si on n'est pas trop bête, on le fait pour nous-mêmes, et c'est peut-être le seul secteur avec le luxe sur lequel on a la capacité, les compétences, les savoir-faire et l'intention politique d'organiser le futur, en l'occurrence de cette industrie-là. Donc je pense que c'est la meilleure réponse à des décroissants qui ne disent pas tout à fait leur nom, comme ceux que j'ai pu évoquer précédemment. Bon, je vais changer un petit peu de sujet. Oui, on fait un peu de politique quand même. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu avec vous de spatial, parce que c'est un secteur dans lequel vous êtes aussi investi, qui est aussi en pleine mutation, qui voit émerger plein de startups lui aussi. Comment l'espace, et plus précisément l'espace proche, c'est-à-dire les orbites sur lesquelles on voit évoluer des satellites, peut vraiment être mis à profit pour améliorer nos conditions de vie sur Terre? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre et comment? Je pense qu'il y a peut-être 3 grands sujets. Il y a évidemment tout ce qui est connectivité. C'est-à-dire qu'en complément des réseaux terrestres, quand vous avez Starlink et demain plein d'autres réseaux, y compris des réseaux européens, comme IRIS², vous avez une capacité à couvrir des zones, des populations qui sont enclavées et qui ne bénéficient pas d'une couverture d'un réseau terrestre pour communiquer. Et ça s'adresse non seulement aux gens, mais aussi aux entreprises. Et on voit bien qu'on peut désenclaver des territoires entiers par la connectivité Internet. Et là, pour le coup, ça se passe plutôt effectivement en orbite basse avec Starlink et les quelques autres qui se déploient actuellement. Moi, je travaille avec eSpace sur une constellation orbite basse plutôt pour des applications B2B, donc très logistique, transport, éventuellement un peu militaire. Donc ça va très bien cohabiter ces prochaines années avec le spatial. Il y a un sujet évidemment observation de la Terre au sens très large, avec des applications civiles, la météo, avec évidemment des applications militaires, surveillance des frontières, plein de sujets qui sont éminemment souverains pour le coup. Et ça, il faut que la France et l'Europe soient au rendez-vous de cet enjeu-là, qui politiquement un enjeu d'un peu tous les jours. Et puis il y a toute l'économie carbone, parce que je pense que si on veut la mesurer, si on veut l'organiser, le spatial a évidemment un rôle très important. Et au sein de tout ça, il y a évidemment les boîtes, il y a les lancements, je vois Ariane 5 derrière bientôt, Ariane 6, ça pose plein de questions pour les Français et les Européens, qui historiquement étaient non pas dominants, mais en tout cas des acteurs extraordinairement dynamiques. On voit bien qu'aujourd'hui le monde est en train de changer, les Indiens lancent, les Indiens se posent sur la Lune, demain sur Mars, et d'une manière générale, on voit des puissances nouvelles émerger. Alors, la Chine est déjà une puissance, mais l'Arabie Saoudite demain. Bref, il faut que l'Europe soit au rendez-vous de l'ambition et des moyens. Et probablement qu'on ne pourra pas tout faire, mais il faut choisir ce qu'on fera intensément, ce qu'on fera bien. Donc, les quelques sujets que j'ai cités, à mon avis, connectivité, observation de la Terre, green economy ou économie verte en bon français, ça me paraît de très bons sujets. Plus les lancements, bien sûr. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire finalement de vouloir utiliser l'espace, de faire toujours plus de lancements, toujours plus de matériel en orbite, avec les ambitions de décarbonation finalement? Parce qu'on en parlait en introduction, les débris spatiaux c'est aussi un grand sujet. Comment est-ce qu'on traite l'ensemble de tout ça? Bon, d'abord je pense qu'entre maintenant et toutes les ambitions ne se feront pas. Je ne pense pas qu'il y ait la place effectivement pour 14 000 constellations souveraines. Ça n'a pas de sens d'abord, ça n'a pas de sens probablement industriel, ça n'a pas de sens économique, et probablement qu'il y aura des alliances entre quelques grands pays qui peuvent se doter de constellations souveraines avec des grands partenariats continentaux. Je pense que l'Europe et la France ont intérêt à construire ça.
Et puis il y a des choses qui sont vraiment souveraines, donc c'est un peu la space dominance, comme on dit en mauvais français. Ça où reste à réguler tout ça d'ailleurs. ça reste à réguler. Je pense que c'est très difficile à réguler. On revient quand même à une période Far West, un peu cow-boy, où chacun Bien sûr. premier. Donc ça pose quand même la question de l'affrontement des puissances. Mm. Mais dans l'affrontement des puissances, il faut être une puissance. Si on veut avoir une chance de réguler et de porter, y compris des combats un peu réglementaires, un peu juridiques pour normaliser les choses, je pense que l'Europe ne peut pas se passer d'être une puissance spatiale. Si elle veut, là aussi, porter ses valeurs qui sont peut-être un peu plus morales que d'autres continents. Que pour d'autres puissances, oui. Bon, on n'est pas trop mal positionné avec l'ESA, Ouais, je crois avec le CNES à l'échelle nationale. Ouais, je crois qu'on est pas mal historiquement. On a du savoir-faire, des compétences. On gagne du temps. Et entre le temps de l'idée et le temps de l'exécution, il faut. Bon, merci pour toutes ces réponses. Petite question toujours sur le spatial qui est demandée par le chat. Comment est née cette passion du spatial? Parce qu'on a compris pour les transports, le spatial n'est pas vraiment un transport. Non, bah, alors, je crois que pour le coup, je vais faire une réponse totalement bateau, mais depuis tout petit, je regarde le ciel, les avions, et non, mais puis ça renvoie fondamentalement à quelques grandes questions existentielles. Enfin, tout ça nous dépasse un peu. Ce qui est très chiant, c'est que j'ai cheminé avec Thomas Pesquet il y a quelques jours dans le train. On s'est rencontrés par hasard. Un petit peu aussi. Belle rencontre. Ouais, je connaissais un petit peu d'avant, mais belle, en tout cas, bel échange et belle discussion. Non, je pense que c'est un champ de découverte, d'innovation, de conquête. C'est un champ dans lequel l'Europe et notamment la France a excellé. Et on ne peut pas se passer aujourd'hui d'avoir cette troisième, voire quatrième dimension en quelque sorte à notre portée et de s'y déployer. Donc moi, puis ouais, ça reprend probablement des questions assez physiques, quoi, assez métaphysiques, assez existentielles. Une fascination pour le spatial. Très bonne réponse, hein. C'est accepté. Moi, il me reste encore 2 toutes courtes questions, si vous le voulez bien, qui sont un petit peu plus personnelles. On va s'éloigner un petit peu de la technique. Est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été respectivement le moment le plus gratifiant et le moment le plus dur de votre mandat ministériel? La question n'est pas forcément simple. Ah ouais, je sais pas. Alors le moment le plus gratifiant, peut-être la nomination quand même, parce qu'il y a ce côté un peu, on vous prend, on vous pose, et en fait, je sais pas le moment le plus gratifiant. Le moment le plus gratifiant, c'est pas la nomination, c'est le moment où j'ai été renommé, où Alexis Collère, donc sur le perron, renomme tout le gouvernement et vous avez votre nom. Alors là, il y a un côté un peu symbolique, même si j'étais déjà en charge des transports, et ça m'avait un peu ému. Objectivement, je sais pas si c'est gratifiant, mais en tout Un cas, renouvellement de confiance qui a été c'était émouvant parce que important. la première fois j'étais extirpé, j'ai l'impression qu'on m'a touché à la vie et qu'on m'a placé tiens, sois ministre des Transports. Et après, les moments les plus durs, c'était quoi la phrase? C'était pas dur, c'était Si, les plus durs. il y a plein de moments, Ouais, Je sais pas si c'est facile, mais... non, il y a plein de moments de confrontation, parfois y compris physique, verbal. Enfin, c'est rustique la politique, c'est dur. Après, moi, j'aime bien ce débat-là. Donc, ce que j'ai bien aimé dans les moments parfois tendus, c'est qu'on arrive à surmonter ça et à normaliser la relation. En général, vous n'arrivez pas tellement à convaincre l'interlocuteur, mais au moins, vous arrivez à trouver un terrain de civilité où vous pouvez échanger. Il y a des moments qui sont des moments de tension, y compris quand vous êtes insulté, quand vous êtes approché physiquement. C'est agréable, rude. quoi. Et en plus, c'est caricatural. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être un odieux salaud. Bon, évidemment, on n'est pas vrai. Je tiens à le dire aujourd'hui. Mais ouais, probablement que ce moment-là, c'est pas des moments super simple. Petite question, parce que vous avez pas mal démocratisé la politique au travers de TikTok, on en a rapidement parlé. Comment ça se passe quand on devient ministre? On le sait combien de temps avant que ça paraisse dans la presse? On est appelé, c'est un coup de fil, ça se passe comment? Ouais, alors je pense qu'il y a tous les schémas, hein. Moi, mon schéma, c'est que d'abord j'étais député, je m'occupais des transports. Il y avait effectivement François de Rugy qui était parti et Elisabeth Borne qui avait pris sa place à l'écologie, et donc il fallait un ministre des Transports. Donc je faisais partie d'un de ceux qui possiblement pouvaient accéder à ce poste-là. Et après, en vérité, ça se fait... Bon, moi, j'ai eu un entretien avec Édouard Philippe, qui était Premier ministre à l'époque. J'ai eu un échange avec le président rapide. Et puis, entre le moment où on vous dit que c'est probablement vous et le moment où c'est vous, moi, ça a pris 24 heures, mais en vérité... C'est un catapultage. Ouais, c'est un peu un catapultage. Et puis, il y a parfois où vous sentez que ça peut être ce moment-là, et puis ça n'arrive pas. Enfin, il faut aussi de la chance. Objectivement, il faut de la chance en tout dans la vie, y compris pour la politique. Après, ce qui compte, c'est, je pense, d'aimer le secteur pour lequel vous êtes nommé, d'avoir quelques idées, quelques convictions, et d'essayer de vous dire, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, qu'est-ce que je fais comme œuvre utile, et comment je reste moi. Et donc TikTok, c'est un peu ça, c'est comment j'essaie de faire passer les choses un peu différemment, et puis comment je pars. Parce que le risque de la politique, c'est que ça vous colle un peu au sol, vous avez un statut, votre mère est très fière de vous, et vous pouvez avoir la tentation de durer, simplement pour durer. Et moi, je voulais pas faire ça, je voulais être utile, et je voulais partir. Et j'étais... mais immensément fier de participer à une aventure comme ça. Et en même temps, c'était un passage dans ma vie. Un jour peut-être, et peut-être jamais, et certainement autre chose.
je pense qu'il faut le faire avec un peu, voire beaucoup de liberté. Si on veut faire œuvre utile, en tout cas, c'est ma conception. Du coup, toujours sur TikTok, 1 million de followers. Pourquoi avoir arrêté, entre guillemets, ou Suspendu plus qu'arrêté. Je pense qu'il faut raconter une histoire. Là, on avait une belle histoire à raconter sur le ministère des Transports. On a refait 2-3 petits trucs autour. Peut-être qu'on fera des choses. Peut-être même qu'on a déjà filmé des choses. Et peut-être qu'on aura envie de recommuniquer. Donc, non, je pense qu'il faut avoir un message. La communication gratuite, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je fais plein de choses dans ma vie actuellement. C'est très riche aussi, c'est très différent. Donc voilà, peut-être. On a une question du chat, toujours un peu sur le poste de ministre des Transports. Si on vous repropose le poste aujourd'hui, est-ce que ça se réfléchit? Non, je pense que ça se réfléchit pas. Il faut pas faire 2 fois dans la vie les mêmes choses. Je pense qu'on est bon aussi parce qu'on est surpris et on est, comment je dirais, un peu naïvement propulsé dans l'action. Moi, je pense qu'il faut cette fraîcheur-là du poste et de l'action pour être bon, entre guillemets. J'espère être pas trop mauvais. Et donc, non pour ce poste-là. D'accord. Réponse honnête et claire. Et très claire. Très bien. J'ai un dernier format de questions à vous proposer qui est un peu plus informel sur la mode du Fast and Curious. Et comme vous connaissez bien les réseaux sociaux, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Je vois. Bon, c'est parti alors. Donc 2 propositions et la réponse la plus spontanée le plus rapidement possible. Ok. Instagram ou TikTok? Bon, TikTok. Moins fan club, plus marrant. Ah ouais. Assemblée nationale ou Conseil des ministres? Bon, Conseil des ministres quand même. C'est très différent. Ah oui, c'est bon. L'Assemblée nationale, c'est la bande, et le Conseil des ministres, c'est plus sérieux. Quoi. C'est l'école. Quoi. Cessna Caravan ou PC12? Ça, c'est pas facile. Mais PC12 quand même. Celle-ci est un petit peu plus complexe, mais je pense que vous l'aurez quand même. Hôtel de Roquelaure ou avenue Édouard Belin? Donc l'ENAC ou le ministère. Le ministère. J'adore l'ENAC. Hein. Le ministère, c'est cool quand même. Plutôt littéraire cette fois-ci, Bug Danny ou Tanguy et la Verdure? Bug Danny. Aéroclub ou aéroport? Aéroclub. Le salon du Bourget ou le salon de l'agriculture? No offense, mais le salon du Bourget. On a eu peur. Électricité ou hydrogène? Les deux, mon général, mais j'aime bien l'hydrogène parce que je pense que c'est l'avenir à moyen long terme. Donc le moyen long terme. Donc hydrogène. Ensuite, vol de nuit ou train couchette? Ah, ça c'est dur parce que j'adore les vols de nuit. Et j'ai des très bons souvenirs en vol de nuit. Mais j'avoue, je confesse, le train couchette et le train de nuit, c'est magnifique. J'en ai une dernière. Donc j'en ai une toute dernière qui est pas moins clivante. Mais pour bien fixer les idées, PC12 ou TBM 960? Ah non, mais là c'est pareil, no-brainer. PC12, évidemment. Bien meilleur avion. Plus à cette île. Et j'adore la TBM. Je suis très offensée. Non, merci beaucoup pour vos réponses. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Donc merci. Merci. En plus, vous avez été là pour le lancement de Cap sur l'avenir. On vous avait réinvité. Et on vous a de nouveau. C'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir. On va suivre votre actualité, notamment sur TikTok, au cas où il y ait quelque chose qui se... Suivez. Voilà, avec attention. Et donc, vous avez maintenant une contrainte. On va pouvoir vous libérer. C'est très sympa. Merci encore. Merci à tous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Et on va nous rejoindre effectivement pour la suite de cette aventure. Totalement. Hop, Antoine, assieds-toi. Tu t'assois dans une chaise qui vient d'être occupée par... C'est intimidant. Par monsieur Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, ancien ministre des Transports. Ouais, je suis pas ministre. Tu n'es pas ministre, mais on t'accepte quand même. Tu nous envoies déçus. C'est très intéressant. C'était super intéressant. Désolé au chat, on n'a pas pu poser toutes les questions qui passaient, mais évidemment, parce qu'on n'avait que 30 minutes, bon, on essaiera de le réinviter à l'occasion. Saison 2, saison 3 de Ground Frequency. On n'a pas terminé, évidemment. Donc, tac. On il y a plein de questions pour monsieur le ministre, mais qu'on pourrait poser à Antoine. Ouais, évidemment, je parle au nom d'un ministre avec plaisir. Il est gentil, Macron. Évidemment. Non. Après le café le matin uniquement. Comme toute personne sensée. Plus sérieusement, je pense qu'on va pouvoir, après cette session un petit peu politique, avoir une petite rupture avec le quiz d'Alexandre. Ouais, totalement. Le traditionnel quiz organisé en secret pour que mes collègues ne puissent pas connaître les réponses à l'avance. Donc, quiz, qui veut gagner un avion dérivé de qui veut gagner 1 million seulement. Voilà. Il faut être réactif.
On va commencer donc 10 questions, Oh là 4 réponses par question, une seule est juste. Trouvez laquelle. Vous participez derrière le chat. Nous, j'ai mes 3 camarades, Joris, Antoine et Clara, qui vont pouvoir argumenter et choisir une réponse. Non, pas de compteur de points pour cette fois, parce Non. que sinon Antoine était très mauvais perdant. Sinon, je ne serais pas venu. Sachez qu'après chaque émission, il ne nous parlait plus pendant 3 jours. Exactement. Et donc on commence avec la toute première question. Lequel de ces avions possède un train classique? Réponse A, le Cessna 152. Réponse B, le Robin DR400. Réponse C, le Jodel D150. Ou réponse D, le Piper PA34. Le Jojo. Le Jojo, Ouais. le Fallait pas hésiter. D150, hein. 152 tricycle, DR400 tricycle, PA34, c'est le seul Après, je me demande s'il a a pas cherché à nous piéger, genre le. Je me demande, tu vois, si. Parce il y a que... du Et je classique. sais, c'est pour ça que. Ouais, ah oui, tu penses qu'il y a un piège? En fait, je suis en train de me dire, tu vois, Jodel, on l'associe tous à train, Ah oui, à voilà, train- c'est ça. à train classique, donc il a mis un petit, le seul. Et petit surtout, beurre on de connaît train. sa ruse. Ouais. Normalement, ça commence gentil. Ouais, mais je non. reste sur le Jodel. Moi aussi. Je reste sur le Bah moi, Jodel. je tente le Piper. Je sens qu'il y a un piège. Ok, et Dans bah, le chat, ça nous dit Jodel. tout Mais alors, simplement, il n'y avait pas de Cessna problème, c'était 152, c'est mon totalement dernier mot. un Jodel D150. On commence simple, mais ça va. Si j'arrive à Moi, être comme on est méfiant, comme on est sur la défensive. je suis plus ou moins satisfait. Donc voilà, juste ici à l'écran, vous pouvez voir Magnifique à quoi ressemble Jojo. le Jodel. On va pouvoir passer à la seconde question. En tout cas, bravo. Est-ce que dans le chat, oui, ça répondait bon, donc ça c'est top. Ils sont actifs et il faut C'est même continuer. à super, l'être. non Ouais, Deuxième question. En quelle année Jean-Baptiste Djebari a fini sa formation de TS2EAC à l'ENAC? Donc là, c'était une question pour rester Alors, dans le bain d'aujourd'hui. TS2EAC, TS2EAC. technicien Supérieur. supérieur. Dites-nous, aidez-nous dans le chat. Je peux vous aidez-nous. l'inventer, mais. De l'aviation civile. C'est bien, c'est bien. D'études et de je sais pas quoi. Le chat va répondre pour nous, on compte sur eux. Donc, déjà, en quelle année il a Donc, terminé voilà, sa formation? réponse A 2002, réponse B 2005, réponse C 2007 et réponse D 2009. Ça, c'était pour Je vérifie prouver qu'il soit que plus dans j'avais le pas couloir. très bien bossé ma copie. Potentiellement. Merci, Alexandre. Moi, je pars sur un 2005. Ok. Je fais confiance à Clara parce qu'elle travaille bien quand même. Allez, Moi, je veux pas répondre à 2005. Je dis 2007. Ok. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon Tout à ultime fait. bafouille, Alexandre. 2005. Oh là Oh là. là là. C'était un Bien 2007, joué. félicitations Antoine. Hein, On Antoine aurait qui- presque dû compter les points pour celle-là, je crois. Parce que j'ai un point, c'est ça Parce que t'as un point. Si vous voulez, je peux les mettre sur le papier. Là, totalement. Donc TS2EAC, c'est la formation que font beaucoup d'ingénieurs, de contrôleurs passant par l'ENAC. Monsieur Djebari, issu de cette filière avant de faire de la politique, voilà. Le 2007. chat avait 2007 aussi. Ah, ils sont forts. Hein. Effectivement. Bien joué à tous ceux qui avaient 2007, qui connaissent très très bien. Prochaine Monsieur question. Djebari. Laquelle de ces pilotes était leader de la patrouille de France? Réponse A, Caroline Aigle. Réponse B, Anne-Laure Michel. Réponse C, Virginie Guyot. Ou réponse D, Michel Alors, Tanguy. Michel Tanguy, c'est pépite. C'est pépite. Entre Michel Mouton et Tanguy de la Verdure, c'est parfait. C'est Virginie Guillot en 2010. Ah ouais, là, Théo, alors là, moi je l'avais, mais pas du tout. Hein. Non, Mais on peut- du on coup, ne je peut te que la suis suivre. à 100%. Et J'avais oui, Virginie Caroline Guillot, mais- Aigle, première Ouais. femme opérationnelle en escadron de combat. Totalement. Et Anne-Laure Michel qui est toujours d'active. Je sais plus ce qu'elle fait. Ah, hein. Alexandre. Ah, Alex. Elle est commande base à Istres. Ah voilà. Non, Eh c'est ben, Virginie c'était la bonne Guillot. réponse, c'est bien Virginie Guyot. En Totalement. 2010, je le savais. C'est- Donc t'as même plus besoin de faire les Les détails, questions, Clara, en fait, avec ça. toutes Ah les non, mais alors infos sur là, les c'est- femmes dans non, mais- l'aviation, je suis pas forcément celle qui en connaît le plus, mais alors cette question-là, elle était pour moi. Et du coup, moi qui connais moins, On la Virginie voit, Guillaume actuellement. Alors, Guillaume. elle est retirée, elle est partie maintenant, elle fait des conférences pour un peu expliquer son parcours et son expérience, mais première femme et seule femme leader dans la patrouille France. Voilà. Pour inspirant. Donc elle continue d'inspirer. Plus pour longtemps. Merci, Génial. très belle Bravo. phrase, Joris. Nouvelle question, en quelle année a eu lieu le dernier vol de la navette spatiale américaine? C'est là que je m'éclipse. 1995, 2001, 2005 ou 2011? Le dernier vol dans l'espace, Dernier vol dans l'espace. J'ai envie de dire 2001. 2005. 2001, 2001. 2005. Moi, je- Parce que Il station a des spatiale, souvenirs, c'est ça? 2000. En tout cas, c'est sûr, c'est. Ouais, 2005. Ouais. 2005. J'hésite à. Non. Moi, je reste sur 2001. Station spatiale internationale. Mhm. ISS. Service. Y a Tu peux nous refaire toute l'histoire pas... non, mais j'hésite. Non, pas 2011, je pense, mais. Ah, allez, le- 2005. Le chat dit 2011. Hein. J'hésite avec 2011. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on va.
Eh ben, la réponse, c'était tout simplement 2011. Tout simplement. Tout simplement, ouais, c'est quand même simple, voyons, non mais oh. Bon, j'ai 10 ans de retard. ça va. On a vu donc la dernière fois, première navette, c'était l'Enterprise, qui n'avait pas fait de vol dans l'espace, mais elle a arrêté très vite, donc après c'était que des vols jusqu'à l'orbite. C'est Atlantis qui a fait le dernier vol en 2011, voilà, après de bons et loyaux services, notamment pour voilà, assembler la station spatiale internationale, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ok. Et le gros crash, du coup, c'était C'était quelle année 2001, non pour Ah ben voilà. Discovery, C'était ça, il moi, me dont je semble. parlais. Tu me- Ça n'a pas été plus Bien. rapproché. Pour moi, il y a encore eu quelques vols, genre 1 Non. ou 2 ans après. Non, ça a été vraiment 10 ans. Il me semble que c'est 2001. Après, Ok. tu m'en demandes beaucoup. Mais on va recevoir quelqu'un, non, de calé à ce sujet dans quelques temps. Oui, oui, tout à fait, un grand spécialiste de la navette spatiale américaine. On vous en qui dit l'a pas plus volé dessus. Quel teasing. là. Voilà. Non, non. Ah, pas celui-ci. Ah, bah peut-être, on pense, Alors, je pense à ok, quelqu'un ok, d'autre. on Non, dit- mais voilà, que des invités spatiaux à venir. On vous en dit Oui. pas plus, restez connectés. Ah, voilà, Aussi. tu l'as aussi. C'est bon, je l'ai. Restez Au cours du connectés planning. sur nos réseaux pour. C'est bien parce que j'ai oublié. La petite gaffe. Double. Eh ben, on va passer à la question suivante. Toujours pour rester sur notre invité, qui a précédé Jean-Baptiste Djebbari au poste de ministre chargé des Transports? Elisabeth Borne, Jean Castex, Clément Beaune ou Catherine Monory? Je ne connaissais pas ce facile. pan de la carrière de Catherine. Ouais, c'est à moins que Catherine nous cache des choses. Ce n'est pas elle. Beaune lui a succédé, mais pas précédé. Jean Castex était ministre, Premier ministre. Premier ministre. Et donc, c'est Elisabeth Borne qui était au ministère des Transports avant Monsieur Djebbari. Eh ben, c'est la bonne réponse. Très bon raisonnement, monsieur Joris. La politique, je commence Tu à suis connaître. autant ça Ah que là je là. suis la patrouille de France, en fait. Ouais, c'est ça. La patrouille de France, je connais pas, mais la politique, je maîtrise un peu. Totalement, donc Elisabeth Borne qui l'a précédé avant de prendre d'autres ministères, puis le poste de Premier ministre. Elle a pas fait directement, juste genre ministère des Transports, Premier ministre. Elle a fait non, d'autres puisque ministères Non, elle fait- Monsieur elle fait Djebbari, d'autres choses. Monsieur le ministre, a commencé sous le gouvernement numéro 2 de Édouard Philippe, donc il a dû attendre, il a fait même Castex, et après Castex, on a eu Elisabeth Borne. Donc voilà, j'espère que le chat était toujours actif, on continue, hein, il faut toutes les avoir, c'est quasiment comme les Pokémon. Prochaine question. On a perdu Alexandre. En roue libre. Il est Alexandre chaud, en roue Alexandre. libre. Quel est le plus grand hélicoptère jamais construit? On a le Mi-26 Halo, donc construction 1000 soviétique, le S-64 Skycrane américain, le H-225M Caracal européen et le CH-53 Super Stallion aussi américain. Alors, les Russes sont du genre à faire les plus gros trucs. Exactement. Ouais. Donc, j'irais. Le Skycrane, c'est gros, mais j'ai du mal à me rendre compte à quel point c'est gros. Bah, Voilà, c'est je sais pas. cette petite réflexion de. Moi, je dirais Ça bien. apporte des troncs d'arbres. Le- voilà. le dernier nom, Ouais, je c'est dirais un- super parce que c'est super. Tu vois. C'est un vrai nom, le dernier nom? Ouais. C'est un Le vrai su- hélico. Le Super Ça. Stallion. Ah, moi, je voudrais Ouais. trop que ce Parce soit que- lui, tu vois. Le Super Stallion, ça pourrait être un truc de Bah blockbuster ouais. américain. Bah, c'est Bah, de ça. Star Wars, quoi. C'est la de Star Mustang, Wars. c'est la Ça- Mustang des hélicos, quoi. Alors il apparaît dans Transformers si vous voulez. Voilà, Quelle minute mais, je dirais 13e minute, un truc dans le genre. Il est en train de gâcher un Air Hollywood, là, non? Non, je reste sur les Russes et le Mi-26. Ah, non. Ouais, je pars porte la sur le D. même. La D, ok. Et le Le russe A. aussi pour toi? Ouais. Ah, Eh ben, c'était bien le Mi-26, les Russes visent gros. C'est quand même assez serré sur certains caractéristiques, mais c'est vrai que le Mi-26 est gigantesque. Les pales sont vraiment lourdes. Ouais, là, On sent la gravité sur les pales. Ouais. Ah oui. Totalement. Donc hélicoptère produit à quelques ampères, moins produit que le Mi-8 qui est quand même un hélicoptère plus de transport, mais en même temps ça se pose pas n'importe où. Non. C'est lourd. Et ça, c'est pour du port de charge? Ils font quoi avec? Ils portent des tanks? C'est transport de troupes et puis tu peux charger des chars à l'arrière, des choses comme ça. Voilà, Ouais, ouais, mais- c'est ça. Hein. Donc tu peux aussi porter en dessous quelque chose d'assez massif. De la logistique, quoi. C'est ça. Bon, ça a dépasser ta été- voiture. Du largage de T'achètes une nouvelle matériel. maison sur kit, voilà. c'est ça, C'est ouais. jamais. Mais ça a été produit, ça a été quelques prototypes ou non? Vraiment, Non, il a c'est été vraiment, ça a été construit produit en série. en série. Après, c'est les Russes, quoi. C'est beaucoup de questions. Mais voilà, beaucoup de réponses. c'est pas. Prochaine question. Donc, laquelle de ces compagnies aériennes existe? Elle est golden. Oh là là. Elle est golden. A. Leclerc. B. Drucker. C. Molière. Ou D. Schwarzenegger. Bon, Est-ce que vous avez des idées, notamment toi, Joyce, qui est du milieu? pour moi, là, Ah, Schwarzenegger, elle est géniale. j'hésite entre Ouais, la ça B et l'est, la ça. C. Si elle n'existe pas, je veux qu'on la monte.
Oh là, je pense la C. Je sais pas. Tu dirais la C. Mm. Mais alors la B, ça me parle. Il y a peut-être Ah ouais une compagnie aérienne qui a Druk. des Ah, sonorités ça serait un vraiment peu- des barres. Ça serait pas un truc finlandais. Druk. ouais. Drucker. Ah non, il n'y a pas la ponctuation, ça marche pas. Il manque un tréma. Ouais. Allez, je reste sur la B parce que. Moi, je reste sur la C, Molière. Ok, Je la C aussi. ok, d'accord. Je trouve ça trop. Bon, Joris aura le droit de rester à son poste de fonction, c'est bien la D, Ah là Drucker, petite compagnie qui Fondée par opère Ikea. notamment des opère notamment des A319. Voilà, donc Petite dédicace à Michel. à Michel, voilà, c'est ça. Fan d'aviation et qui a été sur le plateau de Jump Seat il y a 1 an et quelques. Ah oui. Voilà, pour le lancement de Jump Seat. qui possède peut-être des parts de la compagnie ou qui a reçu des royalties d'ailleurs pour la compagnie. En tout cas, une livrée spéciale, Michel Drucker, sur la compagnie, ce serait quand même un peu classe. Ah bah, Ouais, évidemment. alors du coup, quel pays cette compagnie? Tu m'en demandes beaucoup. J'ai pas Il mes a notes. pas Non, non, préparé. j'ai pas mes notes. C'était un pays anglo-saxon, mais en ancienne colonie, pas loin de l'Inde. Commonwealth, quoi. Voilà. Je vois. Mais tellement petit que je ne connaissais pas. C'est forcément. gallois. Évidemment. Prochaine question. En quelle année a eu lieu le tout premier tour du monde aérien? 1919, 1924, 1929 ou 1934? C'est pas 19, facile, 19 je mais- la raye. Ouais. Mais faut voilà. Ah, je miserais sur 24. Moi, je Mais pense que c'est un vraiment peu tôt. complètement au hasard. Moi, je dirais 29, ce serait déjà. Parce qu'attends, les premières traversées de l'Atlantique. Rien que ça. Oui, non, je. Au Ouais, 120. Ouais, mais une Ah, fois que tu l'Atlantique. traverses l'Atlantique. Non, tu même te dis, pas, attends. ouah, Moi, je le pars tour du sur monde, c'est quoi 29. Ouais, je pars sur 29 aussi. Alors, par contre, oui, aérien, on sait pas avec quelle machine. Bon, c'est pas du dirigeable si c'est ta question. C'est Jules Verne. En 80 jours. Ouais, C'est 29. ça. je pense. Allez, moi, je pars sur 29. Mais bon, pas parce que j'ai envie de le flairer. Mais... J'espère qu'il a la réponse dans combien d'escales. Non. Ah. Non, de toute façon, tu vas pouvoir admirer la carte carrément. Alors, c'était en 1924. Ouais. Je performe aujourd'hui. Et hein. là, là, Attention, t'es en hein. forme. J'ai envie de dire comme d'habitude, Et- mais. Prétentieux, Soyons pas prétentieux. trop Donc, prétentieux. vous pouvez voir la carte juste ici qui représentait ce tour du monde. Donc, c'était des Américains qui sont partis pour faire leur tour du monde, qui sont partis. Alors, on ne verra pas avec mon doigt, mais d'abord sont descendus le long, ont remonté la côte de côte est vers côte ouest. Sont montés après dans l'Alaska, ont traversé pour atteindre l'Union soviétique, enfin c'était la Russie à l'époque, ont redescendu l'Asie, Pour distinguer. traversé l'Inde, puis le Moyen-Orient pour remonter en Europe et finir sur la traversée un peu comme l'avait expliqué Margaret Wells qu'on avait reçu sur nos journées à Friedrichshafen en passant Tout à fait. par l'Islande, voilà, et Ouais, l'Antarctique. C'était quoi la machine alors? Alors, c'était des biplans américains modifiés, alors qui étaient construits spécialement pour le tour du monde. Le modèle précis, je pourrais pas te le restituer. Mais voilà, il y avait un nombre d'escales, sachant que là, ces années, beaucoup de personnes essayent de réorganiser un tour du monde comme ça. Parce qu'ils étaient quand même ils étaient partis à 8 avions, il me semble. Après, il y en a certains qui ont des pannes mécaniques, etc. Ils n'ont pas fini à 8. Mais voilà, de faire le tour du monde à plusieurs. Et ils essayent de relancer ça pour les prochaines années. Relancer ce tour du monde à l'ancienne. Est-ce que c'était hydravion obligé de ravitailler avec des bateaux où ils pouvaient quand même traverser globalement là, les mers ils avaient suffisamment d'autonomie ou est-ce qu'ils étaient carrément obligés de Ils se refuel posaient en quand mer même sur certaines îles notamment et là il fallait récupérer de l'essence mais dès que c'était sur terre ils arrivaient quand même à anticiper les choses. Alors après logistique j'étais pas là donc je pourrais pas te dire totalement mais Comment ça? je rappelle que c'est Joris le plus vieux sur le plateau. Allez. Pardon, j'étais déjà dans la question suivante. Bon, prochaine question. Lequel de ces avions ne fait pas partie de la flotte de l'ET-60 ET pour Escadron Transport? C'est l'escadron de transport présidentiel, on va dire, enfin ministériel de personnes importantes au sein de l'armée de l'air et de l'espace, basé à Villacoublay. Réponse A, le Falcon 7X. Réponse B, l'A330-200. Réponse C, le Falcon 2000 LX. Et le réponse D, TBM 700. Le TBM il y est. La 330-200. Ok, Joris, peut-être que tu as une autre... T'as des infos Je pense sur qu'il y a un les des deux Falcon. Falcon qui Ils ont. Ils ont le. Ça me semble récent. Ils ont du 2000, hein. Falcon, ils ont du 2000. C'est quasi sûr. Le 7X, Je crois ouais. qu'ils n'ont pas de c'est 7X. récent. Je suis pas sûr. Mais si c'est pas le 7X, c'est le 332. Est-ce que tu dors dehors si tu veux?
Moi, je dirais Si Falcon j'ai faux, 7X. je dors dehors, effectivement. Ouais. Parce que la 336, ils ont un avion. Est-ce que dans le chat, ils ont peut-être... Moi, mon raisonnement, c'est ils n'ont pas le 330-200 parce que c'est pas le T60 qui est là. C'était mon seul raisonnement. Ok. Ok. Mais Patient. et pour moi, c'était ils étaient peut-être séparés, mais peut-être que non. Donc, allez, restons sur le 7X. Le chat nous dit TBM déjà. Ah non, mais alors là, Ah le non, chat, là non, c'est la flotte Aramis, je regrette, mais non. tout pour vexer Clara. J'ai peut-être une mauvaise note pour TBM beaucoup, mais 700, c'est TBM totalement le 700. TBM 700. C'est tout à fait. Et Ah ouais il appartient pas à Nickel. le T60, c'est les escadrons, enfin l'escadre pour les transports de haute personnalité, mais il appartient plus, en tout cas, à l'ET60. Il a été un temps à l'ET60. Ah voilà aussi. Mais maintenant, Il a pas précisé. on ce parle de temps. moins Ouais. plusieurs années quand même, c'est pas il y a 2 mois. Mais non, Falcon 7X, le 330 présidentiel, alors C'est qui bien est le pas T60. basé sur Villacoublay, parce que Ah, piste non, mais trop voilà. courte, mais... Voilà, mais ça trouble aussi. Ils sont pas basés au même endroit. Enfin, Vraiment, on- puis tu on en est quand parles de même à une question changement. là, avancée. Non mais Falcon 2000 LX pareil qui en fait partie. Donc Falcon ministériel avec le T60 c'est notamment les call signs avec du COTAM voilà, derrière. C'est pour ça que le TBM en fait notamment plus partie. Ils ont Je encore suis du. déçu d'avoir eu autant Alors, de l'armée de l'air certitudes sur une l'espace réponse a encore fausse. des TBM. Il y a déjà s'est fait livrer des tout beaux TBM 960, Pour tout la beau, tout DGA. neuf, la DGR. Mm. Et après, du coup, non, C'est pas des 960. pas les 960. Non, C'était Ouais. pas des 930 c'est peut-être 930 ou 910, mais c'est pas C'est vrai. les 960. Pas 960, C'est mais on a débat fait- oui, d'air. non, non, plutôt 960. beaucoup trop pointu pour moi. Et l'armée de terre aussi a des TBM. Non Oui. On est d'accord. Totalement. Voilà, c'était juste info. Je voulais sortir ma science. C'est bien J'aime qu'elle beaucoup, Donc, j'aime beaucoup cette j'étale ma promotion, culture. mais continue. Eh ben, prochaine question. Donc, on commande de quel avion peut-on... C'est la dernière question. Hein. Aux commandes de quel avion peut-on... Ne peut-on pas La avoir, négation, pardon, Alexandre. Ah, désolé. Jean-Baptiste Djebari sur TikTok. Un Beechcraft Baron, un Airbus A220, un Pipistrel Vélis Electro ou le Socata TB20. AOD. J'ai Y a A220 et pas Pipistrel, je d'hésitation vois. à- AOD. Moi, j'aurais dit. Baron, ouais, D. Et il aime vraiment pas la Sogata. la D. Ouais, je dirais la D aussi. Je maintiens Ouais. la D et je sors du studio pour m'expliquer avec lui. Je crois qu'il est loin, alors qu'il est. C'est possible. Bien, moi, je vous suis parce que j'ai pas d'opinion. Ok. Et Voilà, bah, le chat nous dit. Ouais, la bonne TB20. réponse, Aïe, c'est aïe, totalement aïe, le voilà. TB20. On pourra voir donc le Beechcraft Baron, et il en a fait, il a même été formé dessus. Airbus A220, c'est chez Air France, notamment avec l'arrivée de la 220. Le Vélis Electro, c'est la FFA, hein, avec notamment Toussus le Noble et le Fab Lab. de la FFA. Ouais. C'est ça. Et Socata TB20, non, malheureusement, pas de TB20 aux commandes du JAE. Pas de TB20 aux commandes du JEB. Pas de... Du TB20 non plus. Mais on compte sur le Alors, chat le pour TB20 les. est un très bon avion, mais je suis pas sûr qu'il commande le pilote. Aucun TB20 n'a piloté de ministre à ce jour. La place est à prendre. Pas de fake news, s'il vous plaît. Et bah, c'était tout pour mes questions. Merci d'y avoir répondu. Et... Merci pour ce quiz. Mais avec grand plaisir. Je vous propose d'enchaîner sur une rapide revue de presse. Voilà, C'était l'info. revue de presse. Côté transport aérien, alors je ne sais pas exactement dans quel ordre on est censé les dérouler. Les petites news, ça va être assez rapide. Côté transport aérien, alors Turkish Airlines qui ne s'arrête plus, qui est vraiment la compagnie montante de ces dernières années. Parce qu'après avoir annoncé en décembre une commande d'Airbus pour 355 appareils, hein, notamment du 321 et du 350, il serait actuellement en discussion avec Airbus et Boeing pour 235 appareils supplémentaires. Donc potentiellement équilibré entre Airbus et Boeing et acheter du Boeing. Hein, c'est toujours bien pour une compagnie aérienne d'avoir des avions dans les deux camps. De Ça ne fait pas des avoir leviers tous ses de œufs dans le même négociation. panier. De ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Les yeux non plus. Ses yeux dans le même panier non plus. Ça devient fatigant hein, d'interviewer un ministre. La grosse actualité de ces 2 dernières semaines, on a eu la grève des contrôleurs aériens hein, qui a paralysé un petit peu le transport aérien jeudi dernier. Donc ils revendiquaient un certain nombre de choses. Notamment suite, on ne va pas s'étaler parce que ce n'est pas le lieu, hein, mais suite à un incident qui avait été analysé par le BEA à Bordeaux il y a quelques années, de mémoire, 2 ans. 2018, non 2018. Bon, de 2018. Il avait été remonté quelques mauvaises pratiques au sein du contrôle aérien. Et donc, voilà, la négociation portait là-dessus. Donc, les syndicats ont eu gain de cause suite à cette grève.
Presque grève, puisque finalement ils ont levé Presque signé grève, l'accord puisque, juste avant. voilà, Et, finalement, voilà. Il y a eu beaucoup d'annulations de vols, mais finalement la grève a été. Dans la nuit, voilà, l'accord a été signé, la grève a été levée, mais les annulations étaient déjà passées, donc pas facile de redresser la barre à ce moment-là. Parlons aviation du futur, maintenant. H55, H55, cette start-up qui est pilotée par André Borschberg. On a vu au salon de Friedrichshafen. Que Antoine a pu interviewer, effectivement. Au salon P23. Tout à fait. Donc, il fait un système propulsif électrique pour l'aviation générale, donc tu l'as dit. Et ils ont dévoilé la validation par l'EASA de la CCI. Qu'est-ce que CCL, pardon. C'est les... Il faut que j'arrête de lire mot pour mot. Non, c'est les points d'accord sur un ensemble de points de contrôle de leur solution. Ils avaient déjà eu en début d'année, ils étaient tout fiers d'annoncer que leur pack de batterie et les systèmes de gestion de l'énergie, les points de contrôle avaient été validés là-dessus. Mais là, ils ont validé le moteur électrique et la gestion de ce moteur électrique, le contrôleur du moteur. Donc là, ils ont un ensemble de packs. C'est vraiment un gros jalon au niveau de la certification. Ils veulent être certifiés en 2025. Et ça, c'était vraiment nécessaire pour qu'eux puissent avancer. Voilà, ils se mettent d'accord, comme c'est un petit peu au niveau de la régulation, sur un certain nombre de points. Et après, ils doivent remplir ce contrat pour être certifiés. C'était un gros pas en avant. Effectivement, gros pas en avant. Donc voilà, côté H55, un peu plus des brèves, côté taxi aérien et drone. La Commission européenne a adopté un cadre réglementaire et opérationnel pour justement les taxis aériens et les drones. Un peu de militaire pour faire plaisir à Alexandre. Merci Joris. L'entrée en service des Rafales croates, alors il les avait déjà reçus, il me semble, mais là ils rentrent en service de manière opérationnelle. Totalement. Ça, il me semble ils sont formés du coup en France et ils ont fait le convoyage. Il y a pas. C'est ça. Pour aller ils ont une grosse cérémonie avec le président croate, etc. Totalement. Les pilotes sont formés à Istres au centre d'essai en vol. Enfin, ils ont un centre spécifique pour former finalement tous les pilotes des pays export à utiliser la Rafale. Mais c'est pas que les pilotes, c'est aussi les mécaniciens qui doivent être capables de pouvoir travailler sur la machine, parce que si elle arrive sur place et qu'on n'est plus capable de la faire voler, c'est dommage. Et c'est plus à Mont-de-Marsan le centre de formation Rafale? Il n'y avait pas le CFA à Mont-de-Marsan? Clara qui cherche à mettre en défaut Alexandre. Non, pas du tout, Alexandre, c'est une véritable encyclopédie du militaire, alors je l'exploite. Tu peux peut-être me coller une colle, il me semble que c'est à Istres, mais... Alors à Istres, il y a de la formation de pilote, c'est sûr. Ah, voilà. Ouais. C'est tout ce que non, mais c'était une question. Ça sera une question dans le vent. Le sujet d'une prochaine chronique. Tout à fait, mais on a hâte. Mais dernière news spatiale, si tu veux. Allez. Dernière minute, qu'on n'a peut-être pas en photo, mais c'était sur ExoMars, la mission spatiale qui vise à envoyer un rover de l'ESA sur Mars. Donc cette mission, elle a été lancée en 2003 et il y a eu beaucoup de reports. Le projet a été lancé en 2003. Donc c'est vraiment envoyer un petit rover comme on peut voir Curiosity ou ce genre de rover sur Mars. Le problème, c'est que 2018, les industriels n'étaient pas prêts, donc pas de lancement. 2020, Covid, pas de lancement. 2022, le rover était prêt à être envoyé à Baïkonour pour partir avec une fusée russe, un atterrisseur sur Mars russe, etc. Mais du coup, à quelques semaines près, tout a été annulé. Et donc voilà, il y a eu un petit peu de nouveaux délais pour réfléchir à la stratégie. Est-ce qu'on abandonne le projet ou pas, alors que le rover était vraiment entièrement prêt par l'Europe. Et là, bingo pour Thales Alenia Space, puisqu'ils ont obtenu un gros contrat de l'ESA pour développer un atterrisseur sur Mars, pour envoyer quand même ce rover. Objectif 2027-2028 à vérifier. Donc voilà, ce long projet qui a été nombreuses fois décalé ne tombe pas à l'eau, et on pourra peut-être voir un rover européen sur Mars. Et ça va faire du bien à Thales Alenia Space. Exactement, je pense qu'ils sont très très contents de tout. J'imagine. Et surtout que c'est des compétences, l'atterrissage, c'est à la fois contrôler bien la descente et les dernières phases un peu critiques de l'atterrissage, on va dire, mais bon, de se poser sur Mars plutôt. Donc voilà pour la dernière news un peu de spatial. Mais super, merci pour cette dernière news. Alors dans le chat, d'une part, ça se moque un petit peu de nous pour l'utilisation de l'expression « me coller une colle ». Voilà. J'approche complètement cette moquerie. Revisite le français, Joris. Et toujours à destination des jeunes, attention, c'est l'heure du Be Real. On me dit dans le chat. J'ai cru qu'il allait vraiment le faire, j'ai eu un peu peur. On aurait dû trouver un nouveau chroniqueur. Mais justement, là, on sent qu'il est un petit peu fébrile, on va l'occuper. Il va nous parler militaire. Mais totalement. Aujourd'hui, alors on va toujours rester sur Istres avec le ravitaillement en vol. Qu'est-ce que c'est que le ravitaillement en vol? Vous prenez un avion de chasse,
un avion de chasse, il a une autonomie limitée. Si on prend l'exemple du Mirage 2000, c'est l'ordre de 800 nautiques. Pourquoi ? Parce que c'est 3,2, on parle en tonnes, 3,2 tonnes de kérosène en interne, sans bidon. Sachant que la post-combustion, c'est 300 kg de kérosène brûlé par minute. Je donne beaucoup de chiffres, mais vous avez les approximations. Une autonomie limitée, pour pouvoir effectuer donc un vol assez long, pouvoir notamment faire une frappe à l'autre côté du monde, c'est la base de la dissuasion nucléaire, il faut être ravitaillé. Le ravitaillement en vol, c'est quoi ? C'est le concept de transférer d'un avion A, appelé le ravitailleur, jusqu'à un avion B, appelé le ravitaillé, du kérosène, de l'essence. Ce principe, il permet donc d'augmenter le temps de vol, donc la distance franchissable de l'avion. Il a aussi un deuxième attrait, ce ravitaillement en vol, c'est qu'on peut emporter plus de poids. L'avion, tous ceux qui sont pilotes connaissent ce qu'on appelle la maximal take-off weight. Et ben, si on prend un Rafale, on lui met moins de carburant, ça permet d'emporter plus de munitions ou plus de payload. On a donc la possibilité, une fois d'avoir décollé avec la moitié du plein ou 20%, de ravitailler et puis de pouvoir à ce moment-là emporter tout cet armement assez loin. On va donc parler de ravitaillement parce que c'est un exercice assez délicat qui suit un pattern. Le pattern, c'est notre avion ravitailleur qui vient faire un hippodrome. Donc un hippodrome, c'est comme un cercle mais un peu plus allongé. Un ovale. Exactement. Il vient faire donc un hippodrome tourné et l'avion ravitaillé va venir se placer sur cet hippodrome. Donc il arrive en bas à gauche et repartira en haut à droite pour finalement créer un schéma et que lors de coalitions, notamment on pense à l'OTAN, un ravitailleur n'est pas propre à un pays, on est capable de ravitailler des F-16 américains, on est capable d'aller ravitailler des copains belges. Il y a cette interopérabilité. Il y a, une fois que le pilote est donc arrivé derrière le ravitailleur, je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle le ravitaillement probe and drogue. C'est en fait, depuis l'avion ravitailleur, il y a un gros tuyau qui se déploie et au bout de ce tuyau, on a ce qu'on appelle une perche de ravitaillement, c'est comme un entonnoir. On vient mettre sa perche fixe qui est sur son avion. On voit bien sur le Mirage 2000, par exemple, il y a une perche à l'extérieur, par hasard, qui vient en fait la rentrer dans l'entonnoir, pouvoir la clipser et pouvoir commencer, donc comme sur la photo juste ici, pouvoir commencer à initier le ravitaillement. Pour redonner des chiffres, ce système de probe and drogue, il permet d'amener un débit de 1 tonne de kérosène par minute. Donc ça paraît quand même beaucoup, mais vous allez voir après que finalement, on peut faire mieux. Une fois qu'on a fait son ravitaillement, qu'on a rempli la quantité désirée, on vient ralentir, se retirer de cet entonnoir pour pouvoir ensuite repartir. L'avantage de ce moyen, c'est que c'est assez présent sur de nombreux avions. En fait, c'est assez universel. La perche de ravitaillement, on en trouve sur des avions français, avions américains, avions russes. Enfin, il y en a vraiment sur tout type. Le second système qui existe, ce qu'on appelle le système Boom, qui lui, par contre, utilise une perche qui est rigide, placée à l'arrière de l'avion, et qui vient se déployer pour pouvoir se positionner dans un réceptacle. Cette fois-là, l'entonnoir, c'est plus l'avion ravitailleur, c'est l'avion ravitaillé qui le possède. Et en fait, la particularité, c'est qu'on a besoin d'avoir un opérateur boom dans l'avion ravitailleur, qui va lui contrôler en fait cette perche physique et pouvoir la rentrer dedans. Les avantages, c'est déjà le débit. On passe à plus de 2 tonnes 9 par minute, donc on triple la vitesse. Et puis c'est surtout la concentration du pilote qui est moins sollicitée. Il n'a pas à aller contrôler son avion, le maintenir en position avec beaucoup de précision, parce que c'est lui qui doit venir se clipser, rentrer dans la perche de ravitaillement, dans le réceptacle. Donc c'est deux philosophies différentes, sachant que le boom c'est beaucoup plus pour les Américains. Bon, ils aiment bien avoir des gros cockpits, ils aiment bien avoir le moins possible à faire. On les connaît bien, ces Américains. Allez, c'était gratuit. Pour parler un peu d'histoire, le premier ravitaillement en vol, expérimentalement, a été essayé dans les années 1920 par 2 biplans de l'US Army Air Service, qui, finalement, pas très loin de ce qu'on avait, ont tendu un tuyau sur plusieurs dizaines de mètres
et on transformait de l'essence entre les deux avions. Donc ça, c'était ce qui a petit à petit évolué jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, on avait quand même le principe. On va parler aussi donc de l'évolution de ce système après notamment en fait l'arrivée de la guerre froide. La posture de dissuasion nucléaire nécessite d'être capable de riposter à n'importe quel moment. Donc les Américains voulaient maintenir en vol H-24 des B-52, donc les gros bombardiers avec 4 moteurs qui possédaient donc qui avaient la capacité d'emporter la bombe nucléaire et qui étaient donc capables d'être ravitaillés. Donc ça y a eu un accroissement. Si on parle en France, la posture nucléaire, elle s'est vraiment basée avec les ravitailleurs et les Mirage 4. On a eu les deux. C'est complémentaire. Donc on a vraiment cette démocratisation, on va dire, du ravitaillement en vol. Une histoire, un peu une opération marquante qui met en jeu, qui met en son centre le ravitaillement en vol, c'est l'opération Black Buck. Mais qu'est-ce que c'est que l'opération Black Buck ? Dis-nous en plus. Très bonne question, Joris. C'est une opération, donc on est dans les années 1982. On est côté Royaume-Uni avec la Royal Air Force. À cette époque-là, les Anglais et les Argentins s'entendent pas très très bien. On a ce qu'on appelle la guerre des Malouines. Et il faut frapper. Il faut frapper, mais on n'a pas vraiment de base de bombardiers à côté. On a des scies arrières postés sur des navires, mais on n'a pas l'emport de bombes, de gros armements. On a envoyé 14 Handley Page Victor, donc c'est des ravitailleurs comme vous pouvez le voir sur la photo, donc c'est l'avion qui est le plus à gauche, et un Avro Vulcan. Avro Vulcan, c'est un avion mythique parce que pour sa forme, son son, il a marqué beaucoup, je pense. Un de mes avions préférés, je tiens à le dire. Ah voilà. Bah je suis très content alors de un de mes avions anglais préférés. Avec une voilure un peu proche d'un autre avion civil qu'on aime beaucoup. Possiblement. Alors il avait même les mêmes moteurs. Et donc 14 avions qui ont traversé 12 000 km en 16 heures de vol. Donc le pilote, à mon avis, il avait un peu mal aux fesses à la fin. Et pour tout ça, pour bombarder une piste. C'est assez colossal et ça se base sur le fait qu'à chaque étape du vol, il y avait plusieurs phases de ravitaillement, mais on amoindrissait le nombre de ravitailleurs parce que le ravitailleur devait ravitailler le bombardier, mais aussi d'autres ravitailleurs, parce qu'il fallait étendre la distance franchissable. Donc ça paraît assez colossal d'envoyer 14 ravitailleurs pour un bombardier. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas, vous en faites pas. On est quand même sur des chiffres beaucoup plus raisonnables, mais voilà. D'ailleurs, c'est un peu soldé par un échec, mais ça a fait réfléchir, je pense, toute l'industrie, le Royaume-Uni notamment, à travers ces événements, cette guerre. Aujourd'hui, au sein des forces françaises, seule l'armée de l'air et de l'espace possède des avions assignés propres pour le ravitaillement, en l'occurrence la 330 MRTT pour Multi Refueling Transport and Tanker. Et on a vu la fin des C-135FR, donc c'était les Boeing 707 ravitailleurs. Il en reste que 3 des KC-135 au sein de l'armée de l'air et de l'espace, mais qui sont amenés à partir dans les prochaines années. Le MRTT, il appartient aux forces aériennes stratégiques, donc c'est la dissuasion nucléaire, mais il ne fait pas que ravitailler les Rafales qui ont cette mission-là. Il ravitaille tous les avions qui en ont besoin, notamment dans des exercices. Ils sont basés à Istres, comme je l'avais expliqué en début. Et l'avantage de cet avion, c'est qu'il possède les deux capacités de ravitaillement. Il a et des pods de probe and drug, donc les entonnoirs, les paniers, et la perche rigide juste en dessous. Donc ce qui permet, tu veux du kérosène, je t'en donne. Pour l'aéronavale, par contre, on utilise des Rafales équipés de nacelles de ravitaillement, donc qui sont juste en dessous de l'appareil, avec des bidons supplémentaires pour pouvoir assurer ces missions de ravitaillement. Mais en fait, il a une capacité très faible, donc c'est pas optimisé pour. C'est vraiment fait pour les pilotes qui ont raté plusieurs appontages et qui ont vraiment besoin d'avoir du kérosène, quoi. Donc il y a toujours des Rafales prêts à décoller avec un système de perche pour aller ravitailler un copain qui aurait... Alors sur la Marine nationale, oui. Alors il me semble qu'ils sont un des autres problèmes de la Marine nationale et du Rafale, c'est que tu es sur un porte-avions, ton pont est court, tu peux pas prendre beaucoup. Donc en général, tu les fais décoller des bases aéronavales. Alors ça dépend où est ton Charles de Gaulle finalement, ou sinon tu le fais décoller mais avec moins de kéro, mais c'est mieux que rien. Il faut qu'il arrive à se reposer aussi lui. Aussi. Mais... Donc il faut vraiment qu'il délivre le kéro. Ouais. C'est ça. Et pour conclure, vous aurez pu découvrir ces deux drôles de méthodes pour procéder au ravitaillement en vol. Si vous avez un peu de quoi bricoler chez vous, n'hésitez pas à vous faire une perche de ravitaillement et essayez d'aller chercher un ravitailleur en l'air. Je vous promets pas la réussite, mais si vous y arrivez, le cliché sera légendaire. Oh.
On reçoit la facture après ou- On n'encourage évidemment pas. Est-ce que l'armée refacture aux différentes armées? Comment ça Oui, il me semble qu'il doit y avoir ce système de logistique, mais il y a surtout des contrats. C'est-à-dire que si tu vas chercher, on va dire 2 tonnes à un copain luxembourgeois, il peut venir te chercher. Voilà. Même si t'as pas la carte totale, ils t'acceptent. Donc en DR400, ils vont te refacturer 50 litres. Oui, c'est ça. Bah, déjà, j'attends de voir ta pêche. Ta perche sur le Ouais. R400. J'attends de voir ton R400 qui tourne au Qui le- jet 1 aussi. qui le Mais suive bon. aussi, qui arrive à suivre. Là. Ouais. Il y a énormément de Vous soucis voyez beaucoup techniques. trop de problèmes, vous posez. Ah, on n'est pas assez dans l'innovation. hein. Il pense On est même pas pas au ouvert. M88 sur le DR400. C'est fou ça. Manque d'ouverture d'esprit. Bon, bah merci beaucoup Alexandre sur ce grand pavé sur le ravitaillement. Et c'est pas une critique, c'était hyper intéressant. Merci. Et très complet. Merci beaucoup. Je vous propose un dernier jeu avant de conclure tout doucement cette émission. Mon jeu préféré, mais on est très très nul. La dernière fois on l'a testé, on a été très très nul. J'espère que Clara tu vas pouvoir relever le niveau. Ah. C'est évidemment Guess the Airline. Donc une carte s'affiche, une carte Flight Radar avec l'intégralité des vols d'une compagnie aérienne Ouais. qui apparaissent. Et donc il faut deviner de quelle compagnie aérienne il Waouh. s'agit. Cette fois, nous aurons le droit à des indices parce que c'était beaucoup trop difficile. Le chat, on compte sur vous parce qu'encore une fois, c'est beaucoup trop difficile comme jeu, mais on persévère. C'est pas mal comme principe, oui, moi. Le principe est pas mal. Ok. Bon, Ça commence fort. Ah là là, d'accord. Ouais, Bon, compagnie une major américaine. Compagnie américaine, je pense que c'est à peu près sûr. Ouais. Euh, Fait du long courrier. Il fait un petit peu de long courrier, tout à fait. Beaucoup de Beaucoup de. trop vers l'Asie, mais c'est la nuit. Et qui fait beaucoup d'internes, ouais. surtout. Beaucoup d'internes. Ouais. Je penserais à. C'est alors, Southwest, mais ils font pas de long courrier. non, Moi, pas je- de long courrier. Moi, je j'ai- dirais du Delta. Hein. Ouais, j'ai pas une bonne culture On a déjà et eu moi, Delta la dernière américain, fois, c'est non Delta. Non, il y avait eu American la dernière fois de mémoire. Est-ce qu'il aurait pas remis American pour. Hein Pour nous feinter. Je sais plus. C'était américaine, j'ai plus. On avait hésité déjà entre les deux. Alors, je me tiens sur du Delta. Ouais, Airlines, parce et que je suis du très même grosse, avis. ouais. En interne. Possiblement raison. Est-ce qu'on peut avoir l'indice éventuellement Ouais. pour nous conforter? Ah, c'est quand même du 3, Du 3,30 80. Ou 3,30. Ah non, Non, 3,30, je en lis bas, mal. c'est du 3,30. Pardon. Ah, mais Et 3,30 en haut, et c'est 200. plutôt du devin. Delta a du devin. Delta du devin. Ils ont du Allez. 3,30 aussi. Ils ont Ils ont du donné. 3,30. Ah bah, Allez, ça part sur Delta. Delta. On valide. Oh, ils sont bien mis les petits indices. Ah, Ouais. Félicitations. Mais alors ça, c'est franchement, le départ sur les starting blocks. Ah Là, on commence bien, là. On commence bien. Merci aux spécialistes quand même. Oula. Ok. Bon, ça, Un peu plus chaud. je dirais que ça. Il y a des gros avions. Il y a du 380 là. Il y a Ouais. des, Bah, il y a genre des grosses Qantas icônes. ou- Ouais. Ah, moi j'aurais mis Emirates, Emirates direct. Emirates, Ou Qatar, ça mais me paraît pas beaucoup d'avions, mais d'un autre Non. côté, C'est des gros. c'est. il C'est y que a du pas mal gros. de trafic vers l'Australie aussi. C'est pas. Il y a beaucoup de vols en Inde aussi. Ouais, ce que j'aurais dit, c'est pas plutôt l'Inde. Ouais, alors, Mais en Inde, il n'y a pas de il y a 3,80. il y a énormément de trafic entre l'Inde et les Émirats Arabes Unis. Moi, je Ouais. pars sur ça pourrait pas être Qatar. Ah si, moi je Ouais, pars sur Qatar. Emirates. Qatar, hein. Moi je dirais plus Emirates parce que j'ai l'impression que ça converge vers Dubaï. Ah oui, là d'ici, t'arrives à voir que ça converge vers Dubaï. J'ai des lunettes, tu veux peut-être que je te les prenne. Alors, j'ai justement oublié mes lunettes, qui rend le jeu un petit peu plus Moi, je difficile. dirais peut-être Qatar. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de liaisons sur l'Afrique Ouais. Nord là. Un indice peut-être. L'indice s'affiche chez vous Indice. sur votre écran. Bah oui, voilà, il y a Ah, du 3. 3,80, Non, on avec le voit. le zoom, Allez, ouais, forcément. c'est Emirates. C'est Emirates. Emirates. On Pas valide. mal avec, Avec le plus, logo flouté. franchement, ouais. C'est En un, mir- un flouté, grand en bravo à miroir. Liam Ouais, à la ouais. réalisation. hein. Chapeau. Euh, C'est pas son anniversaire cette fois-ci. par Non. rapport à la dernière fois. Désolé. Timéo A320 nous disait également Emirates. Il dans est le fort chat. ce Timo, je pense qu'il pourrait devenir pilote de ligne. hein. Tu le connais? Non, c'est pas mon genre. Bon, Arrête alors de là, ramener tes petite, potes sur le chat. on est sur un petit low cost là. Ah, Là, on est sur un low cost européen ouais, ça qui part va, sur- qui va, qui ça va pas va. beaucoup vers l'est, mais c'est peut-être l'horaire qui fait ça. Ça va un petit peu vers le nord, ça fait le Maghreb. C'est très centré sur la France. C'est français. Ah, hein. c'est du- C'est pas Vueling. Volotea ça? Non, Volo... Ah non, Volo, ils ont Non, peut-être non, pas les Canaries. Vueling. Transavia. Transavia, Transavia France. Transavia, Tu ouais, penses j'ai- Transavia, c'est les, J'hésitais, mais je me dis, c'est les, pas c'est assez c'est les concentré. Canaries là qu'on Si. a en En bas. vrai, Transavia, ça se tient. hein. Ça se tient, mais. Ça se Jusqu'en tient. Turquie, il n'y a pas de souci. Ça se Ouais, tient. jusqu'en Ouais. Turquie. Ok. Bon, on a- Et le nord là, le Moi, nord. je suis sur Transavia. Le nord, ça va un petit peu au nord, ouais, ça. Mais ouais. Reykjavik, peut-être, non? Et ça Ça, serait. ça fait du Reykjavik aussi, Ok. mais Bah on là, le il voit y est là. pas. Oui, ils ont le Donc, droit de pas le faire justement- tous les jours. Hein, c'est- Là, c'est pris Justement. une minute. Mais il y a pas. Parce qu'il y a de l'Irlande là, non? Ou je vois mal. Ici. Il y a de l'Irlande là? Bonne question. Ça pourrait peut-être être un Ryanair. Norvège ou. Peut-être Ouais. l'indice. je maintiens. Là, je vois la On Suisse. Ah, les là, verrait là. plus vers l'est, ils ont des bases. Attends. Ouais. Un petit Ouais. indice peut-être pour confirmer. Ouais, pas l'indice. mal. Ouais, totalement. Mince, c'est Eurowing.
Eurowings. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Ouais, bah, on Je l'aurais jamais clairement eu. Non. le logo flouté. Mais bon, on Eurowings. avait au moins la base Ah non, de mais c'est une. Une fois zoomé, ça fait beaucoup moins français, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ah, c'est clair. En fait, ça passe. En fait, ça passe. Ouais, les gens traversent la France. Quoi. Sans s'arrêter. Quel bon. allez. Ouah, il y en Ouais, a là, pas il y en a beaucoup pas là. beaucoup, hein, hein. Bien. Par contre, il y a quand même des avions pas trop petits. Il y a quand même des. Une Ça peut pas être un petite petit flotte, truc de fret Chalère, c'est trop petit. Un petit truc de fret. Y a-t-il des petits trucs de fret? Ah, je sais pas. Ouais, c'est pas DHL. Si peu. Cargo Non. Luxe. Ça peut pas être. Non. Non, comment ça s'appelle la compagnie de cargo luxembourgeoise. Bah, Cargolux. Nickel. Ça fait très plaisir d'être écouté dans Merci cette émission. beaucoup. Excusez-moi. Ou même. Ouais, peut-être. Alors, cargo luxe, moi j'aurais tendance à dire ça. Là. Après, On ça a l'air nous dit un peu. EasyJet dans le chat, mais je n'y crois pas une seule Non, seconde. non, Non, pas une Chalère, seule c'est seconde. vraiment pas Y a- possible. Chalère. Il n'y a pas une petite Non, mais compagnie. Chalère, ils Cargo vont pas Luxe. jusqu'à Tenerife. là. Cargo Où Luxe. ils vont, mais- Pays-Bas, il n'y a pas des petites compagnies. Moi, je connais pas très bien, mais là, c'est un peu centré sur. Pays-Bas, ouais. Pas Pays-Bas, un Ou, peu la base. Air Belgium, un truc comme ça. Non. Ah, Belgium. Bah, c'est trop plus au court. nord là. Ça fait Allez, pas un beaucoup de indi- vols un pour indice. Air Berlin. Ah, ils vont peut-être en Afrique quand même, Ah, c'est la compagnie luxembourgeoise. Luxair. Non, ouais, si, Luxair, pardon. Luxair, mais Luxair, ça c'est. Mais il y a des gros avions. Le logo de Luxair. C'est lui. Si, non Si, c'est. crois. Oui, effectivement. Moi, j'ai Ouais, ils ont ça. langue au chat. Ouais, c'est Luxair ou pas Non, c'est pas le bon avion, c'est. Luxair. Ils ont des ATR Oui. Ah non, ils ont du Dash. Ah, ils ont peut-être de la Terre aussi en plus. Ah, j'en sais rien. C'était un- C'était un faut TR lancer avant. À vérifier. Mais ça avait l'air d'être. Au pire, vachement tu de la virais Liam, c'est pas grave. Donc, non, Terre. ouais, Liam nous Luxair. disait pourquoi cargo hein, dans le chat, il veille au grain. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Ok, toujours européenne. Toujours européenne. Mais là, ça Je- pourrait être Transavia. Ah là, Je ça peut être réitère sur les Transavia. Transavia. Là, ouais, je là, réitère. carrément. Oui, Ça moi pourrait aussi. être ça. Je l'ai Petit cherché. Je indice. suis assez d'accord, Transavia. Ouais. Il va y avoir du vert là. L'indice quand même. Bah Ah, ouais. bon, Voilà, avec un beau Bien joué. 737 et un 320 Neo. Ah, ils sont beaux ces Bien avions. joué. Ah, Eliam nous dit Surtout le qu'effectivement, 320 Neo, mais bon. Luxair, ils ont également de l'ATR 72. Ok, bon, Ok. on le saura maintenant. Merci pour ça. Ah oui. Au pétard. Wow. Ok, Bon, donc ça, le je pense que dernier. ça pourrait pas être quelque chose national, ça, de chez nous? Non, mais attends, Non. là, c'est Ça censé peut sur pas la être- Moi, Turquie, j'aurais non même mis Turquie. Turquie Ah, ou. Turkish. Ah ouais, c'est vrai. Non Turkish Airlines. Ça passe pas beaucoup en Russie pour du Turkish Airlines. Ah ouais, il y en a un qui se dirige quand même là. Oui, mais là, il a été intercepté. Si. En vrai, il y a- Parce qu'il y a aussi il y a du 350 là, non? Les longs, là, les gros et longs, c'est du Oh, si tu 350. reconnais les ça. 350, Ouais, c'est alors, le je passe ma journée sur Flight Radar. Non, je rigole. Mais j'y passe quand même pas Avis mal à de ton temps. employeur. Et là, les... Je vais aller travailler, je suis Ouais, derrière mais moi. c'est pour surveiller EcoPulse. là. Allô Christophe Robin. Non, mais je pense que les gros symboles, les longs, là, c'est souvent du 350. Ouais, Donc, ouais. Je Ils suis sûr ont qu'on du- aille dans ce grain de détail là. Ouais, mais bon, je mais me Moi, je souviens bien alors. Turkish, ouais. Turkish. Je pense que Turkish, c'est. ouais, Vous Pas avez avoir un probablement petit raison, indice mais ouais. Voilà, un indice. Bon. Ouais, Turkish. Ouais, ouais. Félicitations. Star, Ils ont Star des, Alliance, le ils ont des, logo. ils ont des Ouais. 350. Turkish, c'est fort possible. Mhm. Oui, Oui. Chat. peut-être. Le chat. Ils sont pas du Dreamliner, non. Ah, ils peuvent avoir les deux aussi. Ah bah si, mais Ah, attends. c'est un merde, Dreamliner, non, de toute c'était façon. le début de la. Non, si, non, c'est pas Turkish, le début de la revue de presse. Bah, ils ont de Ils voulaient l'Airbus, commander. ils ont commandé du Commandé. 350, mais ils Oui, ont mais on là, avait de toute déjà. façon, c'est un 787. Donc, Donc, Ah non, ils ont voilà. ce range là d'avion. Mm. Tout à fait. Bon, et ben merci beaucoup à Liam pour la préparation de ce jeu. J'adore ce Merci jeu. beaucoup. Même Ouais, si c'est on est très sympa. décidément pas très bon. Bah attends, aujourd'hui, si, c'était quand même. c'était pas la si dernière mal. fois, c'était catastrophique. On a par été rapport à meilleur aujourd'hui. que la Il y a une dernière marge fois. de progression, on est monté là, Ouais. et la prochaine fois, on montera là-haut. Non, c'est vraiment sympa. Mais le chat, faut plus nous aider parce que c'est compliqué. On est en peine. Donc, bon, un dernier petit tour de table avant de s'éclipser. Oui, Hein totalement. On va commencer Coco. par Antoine. Antoine, une petite recommandation à nous faire. Oui, évidemment. Bah, du coup, moi, je vais tricher. Vous l'avez sûrement vu dans le décor depuis quelques temps. Je vais recommander Voltigeur. C'est un avion, donc, C'est un avion. juste là. Un avion ou Un un avion, livre un livre, pardon. Sur l'équipe de Voltige, de l'armée de l'air. Donc, c'est, voilà, moi, j'adore la Voltige. Et il y a un très, très beau livre avec de très belles images. Donc, voilà, dans le décor. Un petit peu sur toute l'histoire. On voit plein de choses, un petit peu les coulisses de cette belle équipe de l'armée de l'air. Voilà, qu'on peut voir souvent en meeting, qui se produisent beaucoup lors de la saison des meetings, qui commence d'ailleurs très bientôt. Et Tout à donc fait. voilà, je vous recommande ce très beau livre. Eh ben, merci Antoine pour cette reco. Alors, hyper bonne transition pour ma reco, vu que tu as parlé meeting, et je vais recommander le meeting de la Ferté-Alais, le temps des hélices, les Wow. 18 et 19 mai prochains, qui est vraiment le plus beau meeting pour voir des
des machines anciennes volées, notamment en France. Je recommande très fortement. Clara, une petite reco? Absolument, et sans transition, parce que ça n'a rien à voir. Moi, je vais faire une recommandation littéraire, et je vais vous parler du livre qui s'appelle Ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe, qui a été écrit par Salah Eddin Chaoui, qui est le frère de la dite aviatrice. Donc, elle a un destin vraiment assez hors du commun. Le livre est très intéressant. Donc, elle est née au Maroc. C'est la première femme marocaine et du Maghreb, en fait, au global, à être devenue pilote. Donc, il y relate le destin exceptionnel de sa sœur. Et il est publié aux éditions La Croisée des Chemins. Et je vous encourage vraiment à le lire pour rester sur ma note d'aviation au féminin. Merci Clara. À ton tour, Alexandre. Eh ben, je vais conclure sur un musée, non. Je vais vous conclure sur quelque chose qu'on a pu tester ce week-end avec Antoine. On était à Toulouse donc pour l'événement que vous avez pu suivre pour ceux qui n'étaient pas en présentiel sur Twitch, notre événement toulousain à l'envol des pionniers. Mais ce ne sera pas. Il l'a dit avec l'accent. Il a dit toulousain. Ah, il est très fort. L'événement. Attends, Clara, dis-le vraiment. Ce dimanche, alors juste à côté d'Aéroscopia, pour les petits connaisseurs du coin, on a ce qu'on appelle les ailes anciennes Toulouse. C'est plein d'avions, alors typés militaires, vous me connaissez, qui sont exposés. Et là, ils avaient ouvert les cockpits. Ils font ça plusieurs fois par an pour pouvoir démocratiser un peu l'aéronautique, pouvoir faire partager leur passion, leur travail de restauration. Ils ont un breguet de pont magnifique qu'ils sont en train de retaper. Vous pouvez même rentrer dans le cockpit d'un Mirage 2000N et ça vaut le détour. Donc n'hésitez surtout pas à y aller, que ce soit pendant les journées porte-cockpit ouvertes ou même comme ça, ils sont ouverts de mémoire le mercredi, le vendredi matin et possiblement le lundi à vérifier. En tout cas, vous pouvez trouver sur Internet, sur Google Maps, toutes les informations. Et puis une centaine de passionnés qui restaurent tout ça, qui avaient à cœur de montrer C'est tout incroyable. le travail, tout le temps qu'ils passent pour maintenir en état, donc pas en état de vol, mais juste en état visuel et assez représentatif. Ils ont une belle caravelle aussi. Une drôle Totalement. d'histoire. Totalement. Avec Belle caravelle africaine. Une drôle d'histoire, ouais. Quitte à être à Toulouse, on recommande évidemment aussi Aéroscopia, qui est un très beau musée, et l'Envol des Pionniers, qui nous a accueillis, ainsi que la Cité de l'Espace à Toulouse. Bon, bref, tous les musées toulousains, mais notamment l'Envol des Pionniers qui nous a accueillis. Exactement. Tout ne se passe pas à Paris. Tout ne se passe pas à Paris, notamment à Toulouse, capitale aéronautique et spatiale. Merci beaucoup à tous les trois. Merci encore au l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebari d'être venu nous voir. Vous me regardez. Il était en train de se moquer parce qu'il y a plus de Tu montrais Monsieur Antoine, qui était assis. Voilà, monsieur le ministre a était dû assis prendre un à ta masque place. pour la fin de la. Tout à fait. Vous pourrez nous retrouver dans 2 semaines, le 16, si je ne m'abuse, jeudi 16, 20h, pour le prochain Grande Frequency, qui sera le 11e épisode. Vous pourrez également nous voir sur le stand de l'Aéroclub de France, qui sera présent au meeting de la Ferté. Le 18 et le 19. Le 18 et le 19 mai. Effectivement, l'Aéroclub de France sera présent et nous serons présents également. Voilà. Je pense que tout est dit. Merci Alexandre, Tout est merci dit. Clara, merci Antoine. Merci à tous. Merci Nico à la technique. Merci Liam à la préparation. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et à bientôt. Bonne soirée.